Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée. À la une, ce vendredi, tentative de déstabilisation des institutions de la République. Attaque du pont Nazinon, celle d'Itangom. Le ministre de la Sécurité était face à la presse ce matin pour le point de ces récents événements qui ont donné la sueur froide au Burkina. On en parle en début de journal. Lentement mais sûrement, pour un projet d'avenir, Bagrépol prend de l'assurance. Les centaines de personnes touchées seront indemnisées et les infrastructures socio-économiques sortiront de terre au profit de ces populations déplacées sur financement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Et puis, dès le début de ce journal, un invité, vous le savez, le début de la compétition du 38e championnat d'Afrique de handball, c'est bien ce vendredi. Nous recevons donc M. Charles Ombou Mao. Bienvenue, M. Charles. Merci. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Je l'annonçais, sécurité oblige. Face à la presse ce matin, le ministre d'État Simon Compaoré a fait le point des récents événements qui ont secoué le Burkina. Braquage à Ouaïguia, l'affrontement Kologoyogo à Kiriboulet, l'affaire des 4 RSP arrêtés sur le pont Nazinon. On fait le point tout de suite avec Frédéric Etienne Bassenga. Les 4 RSP interceptés au poste de gendarmerie de Nazinon faisaient partie d'un vaste complot dont l'objectif était la déstabilisation des institutions de la République et la prise du pouvoir par la force des armes. Les objectifs de ce groupe d'environ 30 hommes, composés essentiellement de sous-officiers et de militaires de rang de l'ex-RSP étaient, premièrement, attaquer la caserne de la gendarmerie à Ouagadougou. Deuxièmement, attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées Maka pour libérer les détenus. Troisièmement, séquestrer certaines autorités. Quatrièmement, s'attaquer à la présidence à Kosiam pour prendre le pouvoir par les armes. Avec à leur tête l'adjudant Gaston Koulibaly, ils auraient tenté, après la mort des 2 hommes de leur noyau dur, un plan B qui consisterait à créer une mutinerie et un plan C, une rébellion. Dans cette affaire, 32 militaires et 10 civils ont été entendus, 19 militaires ont été déférés, le chef Koulibaly Gaston est toujours en fuite. Ce point de presse a aussi fait la lumière sur le braquage à Ouaïguia. Il s'agissait d'un jeune homme caractériel désireux de rejoindre ses parents à Ouagadougou. Un acte qui n'a aucune relation avec les autres attaques. Intangom était aussi au menu des échanges. Le chef d'état-major général des armées est revenu sur les mesures prises pour faire front efficacement contre les terroristes. Le génie est à pied d'œuvre pour poursuivre le travail de l'organisation du terrain. Il s'agit donc de mettre en place des infrastructures pour mieux sécuriser le personnel, les hommes, et aussi mettre en place des emplacements des postes de combat afin de les permettre d'être plus efficaces. Quant au village de Kéréboulé dans le Soum, les affrontements entre les Kolwego et les assaillants venus du nord ont fait 4 morts. Un détachement de l'armée est sur place depuis pour sécuriser le village. Voilà, c'était là le point de cette conférence de presse signée Frédéric Etienne Bassenga et Yafama Roger Kam. Prenons place cette fois-ci à l'hémicycle. Aux côtés des élus nationaux hier, ils ont adopté à l'unanimité les lois portant création de la Cour d'appel de Fada, les tribunaux du travail de Fadangourma et de Dori et celle portant autorisation de ratification de la convention de Minamata sur le mercure. Cette loi permettra de mieux gérer les substances chimiques et autres produits dangereux. Le point avec Adama Guiti et Draman Guéné. Le Burkina est maintenant parti à la convention de Minamata sur le mercure. Ratifiée ici à l'unanimité des députés, cette convention régule l'utilisation du mercure et autres substances chimiques nocives sur les sites miniers. Cette norme exige de remplacer les produits dangereux par le borax dans l'extraction de l'or. Il y a eu déjà une expérience avec le borax, si vous voulez, et ce produit permet non seulement d'augmenter la quantité en termes d'or obtenu, et également en préservant aussi l'environnement. L'Assemblée nationale a aussi adopté la loi portant création de la Cour d'appel de Fadangourma et celle portant création des tribunaux du travail de Dori et de Fadangourma.
il a été révélé que l'une des causes de l'inaccessibilité aux juridictions, c'était l'éloignement, donc l'accessibilité physique. Et la recommandation a été faite de déconcentrer non seulement les cours d'appel, donc c'est en réponse à cette sollicitation, à cette nécessité de créer une accessibilité physique judiciaire, que la cour d'appel de Fada Ngourma va être créée. Je puis vous rassurer que la cour d'appel de Fada, le bâtiment est déjà prêt, tout l'équipement y est, le personnel est prédispositionné, donc nous attendons que la loi soit promulguée au journal officiel et avant la fin de l'année, la cour d'appel de Fada sera ouverte. Ces différentes lois sont votées dans le cadre de la politique nationale adoptée en 2010. L'objectif étant de rendre la justice plus proche des justiciables. Vous le savez certainement, pour le moment, au Burkina, les avocats ne sont pas autorisés à assister leurs clients dès leur interpellation à la police ou à la gendarmerie. C'est à revoir selon les avocats du Burkina réunis à Ouagadougou depuis ce matin pour la première session de leur université judiciaire. On fait le point avec Souleymane Sanou et Nyarkiteda. Avocats, magistrats et officiers de police judiciaire cogite ici pour trouver une formule commune devant permettre au barreau burkinabé d'assister les clients dès l'interpellation. C'est une directive de l'UEMOA pour harmoniser les règles qui régissent la profession de l'avocat dans l'espace. Et à cette université judiciaire, la crème de la justice va proposer des instruments en faveur de la présence de l'avocat en enquête préliminaire. Nous avons des jurisprudences sur la question, nous avons donc des instruments qui nous permettent de faire des propositions, de mettre à la disposition du ministère des instruments qui leur permettent, eux, à leur tour, de donner des directives. La présence de l'avocat pendant l'enquête policière a toujours suscité beaucoup de questionnements au sein des acteurs. Selon le ministre en charge de la Justice, cette rencontre devrait justement permettre de trouver des réponses en vue de mettre fin à la controverse. L'interprétation n'est pas encore uniforme. Et cette université, qui regroupe et des avocats, et des magistrats, et des officiers de police judiciaire, va permettre de discuter, que chacun donne son interprétation, ce qui va permettre de mettre les conclusions à la disposition du ministère de la Justice. Pour mieux comprendre les enjeux, les participants auront droit à des exposés des spécialistes issus des hautes cours de juridiction et du monde universitaire. Ils auront également à se familiariser avec l'expérience des autres pays où la présence de l'avocat en enquête préliminaire est déjà effective. Vivre pour raconter, 3 mots simples mais profonds. Vivre pour raconter, c'est en fait le thème retenu hier par le Burkina qui célébrait en différé la journée internationale de prévention des catastrophes. Et c'est à Komsilga que le réseau national de plaidoyer pour la réduction des catastrophes a commémoré l'événement. Compte rendu signé Maxime Zongo. Vivre pour raconter est le thème de cette journée de prévention des risques de catastrophes. Le choix de Komsilga car cette localité est l'une des communes qui a été durement éprouvée par les inondations de juillet dernier. Pour la seule année 2016, notre pays, faut-il le rappeler, a enregistré plus de 51 000 sinistrés, dont une trentaine de pertes en vie humaine. C'est une interpellation à tous les acteurs pour qu'ensemble nous puissions effectivement être suffisamment armés pour, n'est-ce pas, affronter cette problématique, n'est-ce pas, de lutte, de réduction des risques de catastrophes. Cette initiative en faveur de la promotion d'une culture mondiale de la prévention des catastrophes est célébrée chaque année par Christian Aid et ses partenaires. Pour la présente édition, l'honneur est revenu au réseau MARP d'organiser la manifestation avec l'appui des membres du réseau national de plaidoyer et le CONASUR. Nous voulions témoigner aux sinistrés la compassion et le soutien des organisations internationales, des organisations locales et du réseau de plaidoyer pour la réduction des risques de catastrophes que nous appuyons et nous accompagnons techniquement et financièrement. Nous avons interpellé l'État, s'appuyant donc sur les conventions que l'État a signées au niveau international, interpeller l'État sur la responsabilité qu'il a. Au programme, une série de témoignages, d'expositions, d'interpellations pour une synergie d'action
et de mobilisation afin de réduire considérablement le fléau. Et puis, quel devenir du trésor public au regard des multiples attentes des Burkinabés? Équation difficile au menu des 4e journées de réflexion entamées jeudi ici à Ouagadougou sous l'égide de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La gestion des ressources humaines sera également abordée au cours des échanges. Yafama Rojekam, Estelle Judith Asogba. Les agents du Trésor et de la comptabilité publique marquent un arrêt, le temps d'une profonde réflexion afin de se projeter dans l'avenir. Cette réflexion, ils l'ont axée sur la thématique, la problématique de la gestion des ressources humaines au Trésor public. Il s'agit ainsi pour cette administration d'explorer de nouvelles solutions pour une meilleure performance de son personnel. L'enjeu vraiment de cette rencontre, c'est de nous accorder sur ce que nous allons faire, sur comment nous allons nous organiser pour mieux réussir nos missions, pour faire face aux défis qui sont les nôtres, qui sont des défis de mobilisation des ressources, qui sont des défis de gestion de la trésorerie, qui sont des défis de tenue de la comptabilité. Toutes les catégories de personnes exerçant au sein des structures centrales et déconcentrées prennent part à cette rencontre. Et dans le but d'aborder le thème central dans tous ses contours, ces agents vont s'appesantir sur les sous-thèmes, la gestion de la carrière, la motivation des agents, le management et enfin la formation et les outils de gestion des ressources humaines. Le trésor public aussi, c'est la gestion des deniers publics. Nous sommes dans un contexte d'insécurité. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces délinquants? Tout le monde sait ce qu'ils cherchent. Donc il y a des questions de sécurisation. Mais il y a aussi par moment réfléchir à notre statut qui est assez particulier au regard donc des obligations, des responsabilités personnelles et pécuniaires qui nous incombent. Cela fait 21 ans que ces journées de réflexion du Trésor ont été instituées. Pour ces présentes journées, il est attendu des propositions pertinentes allant dans le sens de plus de professionnalisme et d'engagement du personnel au travail. On le disait en début de journal, Bagré Paul gagne en crédibilité de l'engouement dans la mise en œuvre du projet, ce qui nécessite l'indemnisation de plusieurs centaines de personnes touchées et des infrastructures socio-économiques à réaliser par la Banque mondiale et la BAD, la Banque africaine de développement. Ces deux bailleurs de fonds étaient hier sur les nouveaux sites d'accueil des déplacés. Issa Kafando, Adama Koulibaly. Dans le cadre du projet d'aménagement de Bagré Polo, 2194 hectares seront réalisés ici sur la rive droite du fleuve Nakambe pour les populations et les producteurs privés. La mission conjointe de supervision de la BAD et de la Banque mondiale est sur le terrain pour constater le début des travaux. Par contre, les aménagements de la rive gauche portant sur 2582 hectares sont déjà en cours, avec notamment la réalisation du canal primaire qui est à un stade avancé. Plusieurs centaines de personnes seront réinstallées dans le cadre de ce projet. Des infrastructures socio-économiques et des activités génératrices de revenus pour les femmes sont prévues. Mais déjà, des fourrages ont été réalisés et cette école de 6 classes en attend d'être achevée. Cependant, quelques problèmes subsistent au niveau des indemnisations. C'est une majorité. Ils ont gagné l'argent des arbres. Les autres qui sont laissés, ils n'ont pas encore gagné. Ce qu'ils laissent à faire là, c'est... Nous, les autres qui ont gagné l'argent, les autres ne sont pas encore gagné l'argent. Nous, on veut que Bagré Polo fait tout pour donner l'argent. Ceux qui n'ont pas encore gagné, pour qu'ils travaillent. À un moment que le touchement va finir, tout le monde, ils ont réussi l'argent pour que le travail puisse continuer vite. Pour la mission, des efforts doivent être faits pour respecter les délais d'exécution des réalisations. Et pour les indemnisations et autres questions, des solutions seront envisagées. Il y a évidemment quelques préoccupations qui vont être traitées dans le cadre donc des échanges avec Bagré Polo, mais je pense que de façon globale donc on est dans un stade avancé de mise en œuvre de ce processus. Les populations affectées, les communautés d'accueil dans les localités de Biré, Tangari ou encore Girmogo attendent beaucoup de ce projet qui devrait améliorer leurs conditions de vie. Je le disais en titre, notre invité sur ce plateau est le secrétaire général de la Confédération africaine de handball. Il est sur ce plateau pour nous parler justement de cette compétition qui se déroule à Ouagadougou. Bienvenue, monsieur Charles Ombou Maou. Depuis ce matin, le 38e championnat des clubs champions de handball a pris son envol dans la capitale burkinabé. Comment vous appréciez déjà le début de cette fête-là? Bien, vous savez, chaque compétition est une fête.
Et ce n'est pas de manière courante que l'on vient au Burkina. Et je pense qu'il faudrait replacer cet événement dans son contexte, qui est justement celui d'encourager la Fédération burkinabé de handball à continuer à déployer ses efforts pour que notre discipline, qui est en train de connaître un grand développement, puisse également avoir beaucoup d'adeptes, beaucoup de pratiquants ici au pays du Faso. Donc voilà, d'abord, il faut d'abord remettre ça dans ce cadre. Et c'était ce qui avait commandé, ce qui avait amené la Confédération africaine de handball à octroyer cette compétition à la Fédération burkinabé. Il faut d'abord reconnaître les efforts qui sont fournis par les dirigeants actuels et ceux passés. Il ne faut pas oublier ceux qui ont commencé. Dans leurs efforts de développement pour que l'élite africaine puisse venir, que les autres, les plus jeunes, les voient et les imitent. Voilà l'objectif d'une compétition dans un pays. Vous avez certainement vu le Burkina en prestation. Est-ce que notre équipe est à la hauteur? Vous savez, les compétitions ne se valent pas. On peut être moins bon aujourd'hui, mais devons s'améliorer. On tire toujours les conséquences d'une compétition. Parce que sortir d'une compétition sans avoir tiré les conséquences pour améliorer, tirer son équipe vers le haut, je pense que ces dirigeants seraient blâmables. Je pense que le Burkina fait de grands efforts et aujourd'hui, je pense que cette compétition vient récompenser les progrès réalisés par les techniciens du pays et surtout les athlètes. Et cet après-midi, je crois que le public ouagalais, je crois que c'est bien le mot, aura le plaisir de voir l'AS-Douanes se produire et c'est là, ce sera peut-être le premier test. Vous savez, ce sont les clubs champions de chaque pays qui viennent. Donc c'est l'élite de chaque pays. Donc il n'y a pas à rougir quand on se frotte aux meilleurs. Donc c'est les meilleurs qui seront là. L'ouverture est attendue ce soir à 18h. Oui. À 18h. Mais déjà, combien de pays participent à ce 38e championnat? Il y a 14 pays et au total 20 formations. Parce que c'est des pays qui ont amené 2 équipes. C'est le cas de l'Égypte, qui a le champion titre, le détenteur du titre et le champion titre. Donc le champion titre, c'est-à-dire celui qui a gagné, qui a remporté la compétition la saison écoulée, n'est plus champion cette année. Donc il vient défendre son titre. Mais le champion qui est qualifié, qui a gagné, qui est donc le champion du championnat, vous me permettez la redondance, du championnat de cette année, c'est celui-là qui vient également. Donc ils ont 2. Quand on est détenteur du titre, on amène un deuxième club, le champion titre. Donc vous voyez, c'est déjà l'Égypte. Vous avez la Tunisie qui est également représentée au plus haut niveau, le champion titre de l'année d'avant. Donc vous voyez, ça tourne autour de ces mêmes pays. Et le Burkina donc aura à se frotter à des très bonnes équipes. Et je crois que c'est ça qu'il faut tirer comme leçon, c'est-à-dire profiter de cette occasion pour tirer l'équipe vers le haut. C'est quand on s'affronte, quand on se frotte au meilleur, qu'on voit à peu près la petite différence de niveau technique. Et c'est là-dessus que les dirigeants doivent travailler pour promouvoir et élever le niveau d'handball. Beaucoup de travail à faire. Et ça dit que l'Égypte a envoyé deux équipes, vous l'avez dit. Si le Burkina remporte l'année prochaine, on a la chance d'envoyer 2 équipes. Mais non, les 2 équipes, là nous sommes en club champion. Nous avons 2 compétitions. Et les vainqueurs de coupe, là c'est un peu ouvert. On peut emmener 2-3 formations selon les moyens financiers dont on dispose. Il y a également, mais là nous sommes en club champion, ce ne sont que les champions, ceux qui sont détenteurs du titre. Ou alors si le Burkina avait remporté le titre l'année écoulée, et que la AS-Douanes se qualifie cette année, à ce moment-là, doit à 2 équipes. À pareille circonstance, il faut avoir du métier pour remporter, mais déjà, vous, spécialistes, comment vous appréciez le talent des Burkinabés? Vous savez, il faudra voir la constitution physique des Burkinabés. Ce sont des gars très solides. Par rapport au niveau africain? Non, il faut d'abord partir de la morphologie, il faut déjà partir de l'athlète, il faut qu'ils soient bien formés. Là, le Burkina, j'ai eu l'occasion de voir le Burkina dans des compétitions moindres. C'est-à-dire pas le Challenge Trophy, c'était au Togo. Et cette année, je n'ai pas eu la chance de revoir l'équipe, mais il y a des évolutions certaines qui sont là. On a vu le Burkina en dames aux Jeux africains à Brazzaville, c'est mon pays. Et le niveau est nettement en progression. J'ai dit en progression, j'ai dit net.
Ce qui revient à dire qu'il y a de bons espoirs. Maintenant, il faut qu'il y ait des rencontres pour continuer à s'améliorer. Vous n'avez pas travaillé en vase clos et vous auto-appréciez. Il faut se frotter à l'extérieur. Et j'ai une célèbre phrase d'une personnalité que je pourrais pas, dont je ne peux pas faire l'apologie ici, qui disait « Allez vous faire voir ailleurs ». Ce n'est pas en vous jetant dehors, non. C'est-à-dire allez voir dehors ce qui se fait de mieux. Parce que quand on est chez soi, bon, on peut être satisfait des petits résultats qu'on a, mais il faut se frotter aux autres pour voir à quel niveau on se trouve. Et cette compétition va permettre justement aux clubs burkinabés de voir où est-ce qu'ils en sont et de planifier le travail à réaliser pour les années futures. Ouagadougou, la capitale du handball africain. Ah oui. Aujourd'hui, l'ouverture c'est à 18h. On peut le dire ainsi, un appel au public. Au public, absolument. Vous savez, on n'a même pas besoin de faire un appel. Le public africain est friand de sport. Le public africain aime le spectacle. La preuve en est que nous aimons danser, nous aimons toujours faire la fête. Et le sport est justement une occasion de faire cette fête. Et je sais que le matin, ce sont des contraintes de travail qui font que la plupart des férus du sport vont d'abord remplir leurs obligations vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des entreprises qui les emploient. Mais l'après-midi, je crois qu'on est en journée continue ici. C'est ce que j'ai appris, c'est bien cela. Oui, donc l'après-midi, ils auront beaucoup de temps pour venir justement voir le spectacle que les formations ayant fait le déplacement à Ouaga vont leur offrir. Merci. Donc de ce côté, je n'ai pas de doute. Merci, monsieur Charles Ombou-Mao. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération africaine du handball, une compétition qui se déroule ici dans la capitale burkinabé. Suite de ce journal, parlons culture à présent, entrepreneuriat culturel et développement des industries culturelles. Quelle opportunité pour les acteurs? Cette interrogation trouvera certainement réponse à l'issue des 4e journées de promotion des industries culturelles et créatives. Amado, Ilboudo et Aruna Mare étaient hier à l'ouverture des travaux suivants. Faire des industries culturelles des leviers de croissance en phase avec le plan national de développement économique et social du Burkina Faso, c'est l'ambition du département de la culture, des arts et du tourisme à travers sa direction de promotion des industries culturelles et créatives. À cette 4e édition de journée de promotion des industries culturelles et créatives, les acteurs veulent cerner des opportunités en matière d'entrepreneuriat dans le domaine de la culture. Il y a environ 1,8% d'hommes et femmes qui travaillent dans le secteur. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse opportunité que l'on peut trouver en ce sens. On travaille donc pour que cette édition-là soit l'occasion de formation, de professionnalisation davantage de ce secteur. Pour les professionnels de la culture, la création du Fonds de développement culturel et touristique pourrait contribuer à imprimer une dynamique nouvelle aux industries culturelles. Je pense que le gouvernement, en créant le Fonds de développement culturel et touristique, tente de combler ce vide et permettre aux entreprises culturelles et créatives d'accéder à des financements pour financer leurs activités et participer à la vie économique de ce pays. Les travaux vont s'étaler sur 3 jours. 2 communications relatives à l'entrepreneuriat culturel et les dispositifs de soutien aux entreprises culturelles figurent au programme. Autre activité, les journées portes ouvertes des entreprises culturelles au Sénasa. Dernier élément de ce journal avec la revue de presse. Société, éducation et santé font la une de vos quotidiens. La revue de presse est signée Abdulrahmane Zongo. La Ligue des consommateurs affiche le journal Le Pays, tape du poing sur la table en dénonçant ce qu'elle qualifie de pratiques frauduleuses dans les CSPS. Et ce n'est pas tout. Elle jette aussi un doigt accusateur sur la circulation quotidienne de produits périmés ou frauduleux et enfin fixe l'attention sur une éventuelle augmentation du prix du pain en vue. Conséquence, la Ligue demande le vote de la loi sur le droit du consommateur afin de le protéger. Sidoya, pour sa part, fait un peu de pédagogie avec les parents, dont certains pensent que leur rôle se limite simplement à payer les frais de scolarité et un moyen de déplacement à un élève. Erreur, avertit le quotidien d'État, car, je cite, « Il faut aussi échanger avec l'élève pour savoir ce qu'il a fait de sa journée de classe, regarder ses cahiers, vérifier qu'il suit les cours,
traite les exercices entre autres et se rendre dans son établissement. Cela a le mérite, poursuit le journal, d'avoir une idée claire sur les vrais résultats et le comportement de l'enfant à l'école. Les taximans, eux, étaient en sitting ce 20 octobre. Ils souhaitent, rapporte aujourd'hui au Faso, encore le report de la date butoir en 2017. Une situation que l'Obs qualifie de choix corlénien, car en effet, respecter la date du 30 octobre, c'est aller au chômage pour beaucoup d'entre eux non encore prêts à l'abandon de l'usage du gaz butane. Rejeter aussi l'ultimatum, c'est également s'exposer à la loi bien connue d'avance. On s'arrête là pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur la RTB.